Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette petite table ronde sur la décarbonation de l'industrie grâce à l'hydrogène. C'est vrai que j'ai oublié de mettre le titre sur la slide. Donc cette table est le cadre de l'animation Dynamise, qui est un projet d'animation de filière sur le Grand Est et qui regroupe 12 partenaires aujourd'hui autour de ce sujet-là, dont deux partenaires que nous avons aujourd'hui présents en énergie avec Christian Bett et Philippe Follet de Dynamics. Alors en introduction, je voulais tout d'abord vous parler un peu des enjeux. Alors aujourd'hui, un graphe qui intéresse quand même tout de bilan carbone, réchauffement climatique, c'est l'énergie consommée par habitant sur Terre. En fait, c'est un graphe mondial où vous pouvez voir vert le bois, en noir le charbon, puis le pétrole, le gaz, etc., les différentes énergies. Vous voyez la flèche qui vous représente la partie carbonée. Et on se rend compte quand même en regardant ce graphe, c'est qu'effectivement depuis l'industrialisation, mis à part le bois qui a diminué au niveau usage, toutes les autres énergies n'ont cessé d'augmenter. On n'a jamais eu de remplacement d'une énergie par une autre. À chaque fois, une nouvelle énergie est arrivée, on a trouvé des nouveaux usages, et avec ces nouveaux usages, on a augmenté notre consommation. Et le graphe de droite, c'est le même, mais juste en multipliant par le nombre d'habitants sur la planète. Nous venons de passer le cap des 8 milliards. Donc vous voyez, même si le premier graphe montre, on va dire, un plat et on devrait fléchir même, avec la multiplication des habitants, on obtient un graphe qui monte quand même sérieusement. Alors bien sûr, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est la pollution de l'air. On connaît bien les villes les plus saturées et donc les conséquences aussi des zones faibles qu'on nous mettons en place. Le réchauffement climatique, il y a plus de doute aujourd'hui sur ce réchauffement climatique. Sur le point 3, on a l'état. Donc même si nous ne parlions pas de pollution ni de réchauffement climatique, il faudra bien un jour parler du changement de nos énergies parce qu'elles ne sont pas infinies. En 5, il y a les sujets autour des énergies renouvelables avec les intermittences qu'il va falloir aussi apprendre à gérer parce qu'on développe de plus en plus les énergies renouvelables. Et le point 4, et qui justement je voulais le mettre à la fin aujourd'hui, c'est la facture énergétique de la France. Et donc vous voyez, à chaque fois il y a eu des crises, on a notre facture énergétique, elle a explosé. Alors ce graphe s'arrête en 2018. Je pense que si on affiche aujourd'hui la valeur actuelle, elle doit bien dépasser les deux pics précédents. On le voit, aujourd'hui, ça nous coûte très cher, les énergies. Donc il y a urgence à travailler et à carboner. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les possibilités de décarbonation. Et donc je vais passer la parole à Philippe pour nous parler de Dynamics et déjà de présenter la société avant de parler des projets. Merci. Philippe Follet, donc moi je suis responsable du développement d'Dynamics. Dynamics, qu'est-ce que c'est? Dynamics, c'est une filiale du groupe EDF qui est spécialisée dans la production, distribution, exploitation donc de stations d'hydrogène, hydrogène bas carbone ou renouvelable. Alors depuis tout à l'heure, depuis l'introduction qu'on fait, on vous expose à quel point aujourd'hui les enjeux climatiques sont liés donc à la consommation d'énergie et surtout à l'empreinte carbone, parce qu'en fait, et je ne vais pas vous réexpliquer tout ça, vous le savez, je pense, aussi bien que moi, c'est l'empreinte carbone qui nuit donc considérablement au réchauffement climatique. Donc on se tourne de plus en plus vers des solutions alternatives. L'hydrogène est une solution qui peut présenter nombre d'avantages en matière de réduction de l'empreinte carbone. Alors, quand on parle d'hydrogène, il faut bien faire deux nuances, parce que, et je pense que c'est important qu'on les... Il existe de l'hydrogène
carboné qui est fabriqué à partir de gaz, de charbon, d'hydrocarbures. Et ça, c'est l'hydrogène qui est connu, qui est utilisé déjà dans une très grosse quantité dans certaines industries. Peut-être certains d'entre vous en utilisent dans la salle. Cet hydrogène, il peut être utilisé par exemple en métallurgie, dans des fours de combustion. Donc l'hydrogène rentre dans la chambre de combustion pour présenter des qualités de cuisson. Et cet hydrogène qui est aujourd'hui utilisé par les industriels est un hydrogène carboné. Voilà. C'est aujourd'hui 96% de l'hydrogène utilisé dans l'industrie et de l'hydrogène qui donc provient d'hydrocarbures ou de gaz fossiles. Ce qu'on va tenter de vous exposer rapidement, nous on propose une solution alternative d'un hydrogène bas carbone. On a deux modèles aujourd'hui qui peuvent présenter cet avantage de produire de l'hydrogène bas carbone. Me concernant, je vais vous parler donc de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Une anode, une cathode dans un bassin d'eau. D'un côté, on fait circuler un courant, on a un dégagement gazeux d'hydrogène d'un côté et d'oxygène de l'autre. Et ça, c'est une manière intéressante puisqu'elle fait appel à l'électricité pour produire de l'hydrogène. Or, on est en France. En France, le mix de production électrique, il est à 97% décarboné. C'est le fruit d'une histoire, mais il se trouve qu'en France, on a fait le choix du nucléaire. Le nucléaire a l'avantage de ne pas émettre de carbone et donc de permettre de produire par électrolyse de l'hydrogène bas carbone. On a aussi la possibilité, avec cette solution technique, de développer des actifs de production qui sont 100% renouvelables, c'est-à-dire sourcés en électricité 100% renouvelables sur des parcs éoliens, sur des parcs photovoltaïques par exemple. Et dans ce cas-là, quand on utilise de l'électricité renouvelable, eh bien on a de l'hydrogène renouvelable. Alors, très rapidement, EDF s'intéresse à l'hydrogène. Vous aurez compris aisément pourquoi, puisque à la base, EDF est producteur quand même d'électricité, et donc fatalement, l'hydrogène est une voie de développement. Et on travaille sur deux marchés, l'industrie, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, et puis, et on verra des applications très concrètes dans un instant, et puis la mobilité, puisque l'hydrogène peut aussi représenter un intérêt en matière de substitution des diesels, par exemple, dans la mobilité lourde, dans les camions, dans les bus, dans les bennes d'ordures ménagères, dans les trains. Aujourd'hui, la technologie est assez mature pour substituer donc des moteurs thermiques diesel, par exemple, qui sont très émetteurs de carbone. Donc on passe la parole à Christian pour nous parler de la deuxième, déjà peut-être de la société, pour mieux comprendre qui vous êtes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Christian Bessien, je suis directeur du business développement d'une petite entreprise qui s'appelle Hafner Energy. Je dis toujours qu'on est en fait une start-up qui a 25 ans d'existence. Pourquoi ? Parce qu'on est adossé à une expertise, une expérience dans la valorisation énergétique de biomasse. Ça fait plus de 25 ans qu'on transforme de la biomasse en énergie thermique ou électrique au travers de solutions classiques de chaudières et de turbines. Fort de cette expérience, on a développé une solution radicalement innovante qui s'appelle Inoca, qui permet de produire de l'hydrogène vert, même très vert. Je vais expliquer pourquoi. Alors, notre société, je fais un petit peu l'explication sur notre entreprise. On est basé dans la Marne, on a également un site à côté de Nantes et à Paris. Et depuis notre introduction en bourse en février dernier, on a eu un franc succès de la part d'un certain nombre d'investisseurs qui sont désormais à nos côtés, comme HRS, qui est constructeur de stations de distribution d'hydrogène pour les véhicules, comme les ciments Vicat, qui veulent chercher aussi des solutions. Je sais qu'Anamix travaille déjà avec Vicat, mais avec Vicat, on va chercher des solutions, là aussi, décarbonation de la production entière. Le ciment est le deuxième et le premier émetteur de CO2 de la planète aujourd'hui, donc c'est extrêmement important de trouver des solutions de remplacement. Et enfin, RN, qui est un développeur de projets, qui peut proposer à nos clients du tiers investissement, c'est-à-dire qu'avec eux, on va pouvoir vendre du gaz de synthèse ou de l'hydrogène à la place de au lieu de laisser notre client investir. Merci. Alors, quelques mots sur le procédé. On a parlé tout à l'heure d'électrolyse. Je crois que depuis le collège, tout le monde sait ce que c'est que l'électrolyse. On va casser avec de l'électricité des molécules d'eau en produisant hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. Eh bien, nous, on fait de la thermolyse.
Et au lieu de casser de l'eau, on va casser des molécules de biomasse. Et les biomasses, qu'est-ce que c'est? C'est des résidus agricoles, c'est du bois, c'est des sciures, c'est des pailles, c'est tout ce que l'agriculture aujourd'hui produit en coproduits excédentaires et qu'on va pouvoir valoriser sous forme de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse. Et donc, sous l'effet de la thermolyse, on va casser les molécules de biomasse qui sont composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène en deux flux. Un flux solide qu'on appelle du biochar, c'est en fait du carbone à 85%, c'est la partie en bas à gauche du schéma, et d'autre part une fraction gazeuse, et dans ce gaz on trouve déjà de l'hydrogène, et par différentes étapes, notamment d'extraction et de purification, on va pouvoir soit produire du gaz de synthèse combustible, qui est renouvelable bien évidemment, et qui va pouvoir remplacer le gaz naturel, soit pour la production d'énergie thermique ou électrique, et de ce gaz de synthèse, on peut aussi extraire l'hydrogène qui va servir aux usages industriels et aux usages de mobilité, par exemple. Donc un procédé qui permet, on va le voir un petit peu plus loin dans un slide suivant, Jacques, s'il te plaît, oui. Alors, quelques ordres de grandeur pour produire une tonne d'hydrogène. Alors, une tonne d'hydrogène, ça permet à un véhicule de fonctionner pendant 100 000 km. Ça parle un petit peu à tout le monde, mais ça permet aussi de répondre à tout un tas d'usages industriels. Il nous faut seulement 30 tonnes de biomasse, encore une fois, des résidus de l'exploitation forestière. Et avec cette tonne en même temps qu'on produit cette tonne d'hydrogène, on va également produire 5 tonnes 5 de biochar. Alors le biochar, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette fraction carbonée qui est une sorte de charbon. Et ce biochar va servir à deux usages principaux. Le premier, en agronomie, il va permettre d'améliorer les rendements et la croissance des plantes. Donc il est extrêmement utilisé en agronomie. Il va permettre de remplacer, par exemple, dans les terreaux, l'usage de tourbe, puisque le biochar a une capacité à retenir l'eau dans un substrat de culture. Et donc ça, c'est le premier bénéfice du biochar. C'est donc un coproduit de la production d'hydrogène qui va servir en agronomie. C'est finalement une partie de retour au sol de la biomasse dont ce biochar est origine. Mais par ailleurs, ce biochar, il va rester durablement dans le sol et de ce fait, il constitue un puits de carbone. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit une tonne d'hydrogène, contribuer à séquestrer dans le sol l'équivalent de 12 tonnes de CO2. Ce qui explique que notre procédé a un bilan carbone négatif grâce à la constitution de ce biochar et au retour du biochar au sol. Finalement, c'est une manière de reproduire un petit peu de ce charbon ou de ces énergies fossiles dans lesquelles on puise depuis des siècles. Alors, voilà, je reviens, ce schéma explique un petit peu mieux ce que c'est que le biochar déjà. Et donc, le bilan carbone global de cette solution, effectivement, est extrêmement avantageux. Alors, sans renier tout l'intérêt de l'électrolyse de l'eau, qui est une solution formidable pour stocker, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, l'excédent d'énergie intermittente. Alors, lorsque c'est de l'énergie verte, évidemment, ou de l'énergie décarbonée. Et l'intérêt de notre solution, c'est qu'en plus, non seulement l'hydrogène est vert, mais en plus, il va contribuer à séquestrer le carbone grâce au biochar. Merci Christian. Alors, on a vu les enjeux, on a vu effectivement que l'hydrogène est une solution de décarbonation. On a vu deux modes de production d'hydrogène décarboné, vert ou très vert, en fait, hein, en fonction des discours. Donc voilà, on a des solutions de production, mais maintenant on est sur le sujet de décarboner l'industrie, décarboner les processus. Pouvez-vous donner des exemples de décarbonation au niveau Et alors, on travaille, comme je vous le disais, sur deux types d'actifs de production. D'une part, des actifs qui sont dédiés plus à ce qu'on appelle des écosystèmes, donc qui sont dédiés à de la production pour des véhicules. C'est le cas, par exemple, d'une station qu'on exploite actuellement à Auxerre, qui fait rouler les bus de la ville. On est en train de construire actuellement une autre station non loin d'ici, à Belfort, hein, qui verra le jour donc, en avril 2023. Et donc ça, ce sont des stations d'une taille de l'ordre de 1 à 2 MW, hein, donc en termes de puissance électrique, ce qui équivaut à 400 à 800 kJ d'hydrogène donc pour
à des véhicules de rouler donc, en toute neutralité carbone. Ce sont 2 stations qui sont complètement sourcées par des actifs électriques renouvelables, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut caractériser donc, cet hydrogène d'hydrogène renouvelable. Et puis en industrie, on travaille sur des projets de décarbonation de 2 types. Premier type, une substitution donc, de l'hydrogène utilisé dans certaines activités industrielles. C'est le cas par exemple de la chimie. Et alors on a un exemple qui est très, très, très proche d'ici, puisqu'on travaille avec un de nos partenaires qui s'appelle Borealis, qui se situe donc sur la zone, la plateforme chimique d'Ottmarsheim-Chalampé, juste à côté d'ici. Donc cette plateforme est dédiée à des activités qui utilisent beaucoup d'hydrogène, que ce soit Borealis, donc avec qui on travaille aujourd'hui, qui fabrique des engrais. Or, quand on fabrique des engrais, on a besoin d'ammoniac, et l'ammoniac est un sous-produit donc, de l'hydrogène. Donc on a besoin de beaucoup d'hydrogène, et donc on est en train de travailler avec Borealis pour décarboner l'utilisation de cet hydrogène. Aujourd'hui, on est en train de travailler à un modèle qui permettrait de donc, extraire 25% de la consommation d'hydrogène carboné par de l'hydrogène électrolytique, ce qui représente en gros aujourd'hui 50 MW de puissance, hein, pour vous citer, donc, pour vous situer par rapport à une station écosystémique dont je vous parlais d'Auxerre et de Belfort, c'est 50 fois la station d'Auxerre, donc c'est assez important. Ça représente donc 25% de leurs usages, qui seront donc produits par électrolyse en substitution donc d'un hydrogène qu'aujourd'hui ils fabriquent par vaporoformeur. Vaporoformeur, c'est une technologie qui permet de faire le craquage des molécules par un système à base de gaz naturel. Le gaz naturel n'étant autre que du méthane, hein, donc du CH4 carboné. Voilà, donc ça c'est une application très concrète d'un industriel de la chimie. On a d'autres applications, par exemple avec Domo Chemicals. Domo Chemicals, c'est dans la vallée du Rhône. C'est pareil, c'est une autre plateforme chimique. Ce sont des gens qui utilisent, enfin c'est une industrie qui utilise donc de l'hydrogène pour fabriquer de l'hexaméthylène-diamine. L'hexaméthylène-diamine, c'est du nylon, en fait, ni plus ni moins. Et donc dans la composition du nylon, on a besoin de beaucoup d'hydrogène. Et cette fois, sur ce projet donc, de Domo Chemical, c'est 85 MW de puissance d'électrolyse qu'on met en œuvre. Là, on vise la substitution totale de leur système d'hydrogène aujourd'hui. Donc, on décarbone l'intégralité de l'industrie. Donc, ça, c'est un choix de l'industriel, hein, d'être parti directement sur une substitution totale du process. Et puis, alors ça, c'est donc pour de la substitution d'hydrogène, vous l'aurez compris, et on a aussi d'autres applications dans laquelle l'hydrogène peut rentrer. On parlait de Vicat tout à l'heure, on développe avec Vicat, donc, en Isère, sur l'une de leurs plus grosses usines, une application qui vise à fabriquer du méthanol à partir du carbone capté sur les cheminées du cimentier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la cimenterie donc, est un des secteurs les plus polluants qu'il existe en France et dans le monde. Hein. Or, pour décarboner un cimentier, il n'y a pas tellement d'alternatives. On n'a pas de solution électrique, notamment pour permettre de substituer le gaz utilisé dans les chaudières. Et donc, on dégage et on est condamné à dégager quand même beaucoup de carbone. Et en fait, la parade consiste aujourd'hui à capter le carbone en sortie des cheminées. Et par cette captation de carbone, on a 2 alternatives. Soit enfuir le carbone, voilà, et l'oublier, voilà, essayer de le stocker le plus longtemps possible, c'est pas très satisfaisant. Et l'autre alternative, qui nous semble un peu plus vertueuse, c'est d'utiliser ce carbone qui, par un mélange avec de l'hydrogène, peut permettre de reconstituer un autre produit qui est utilisé donc, dans l'industrie. En l'occurrence, sur le projet Vicat qu'on développe donc, en Isère, à Montalieu, très exactement, on capte 40% des émissions de carbone de l'usine, et par la production de 330 MW, alors là c'est un très très gros bébé industriel, hein, en termes de production électrolytique, donc par l'adjonction d'hydrogène, on fabrique donc 200 000 tonnes de méthanol. Le méthanol étant un produit donc, qui est aujourd'hui complètement importé. On n'a pas de filière de production de méthanol en France. Et le méthanol, on n'a pas d'autre solution que de le produire à partir de carbone. Donc,
En fait, cette substitution, elle permet à la fois de créer une filière en France, donc en termes de souveraineté énergétique, on coche la case. On permet de capter un carbone qui, de toute façon, aurait été émis dans l'air, et on évite par là même la production d'un autre carbone dans un autre coproduit qui est le méthanol. Et donc, en soi, on n'a pas complètement décarboné, on a juste permis d'éviter donc une production industrielle pour produire du méthanol qui aurait, elle, généré du carbone supplémentaire. Voilà. Et aujourd'hui, cette filière de méthanol en France, les 200 000 tonnes qu'on va produire sur cette usine de Montalieu, c'est un quart de la production dont on a besoin en France aujourd'hui pour des applications industrie. Le méthanol rentre généralement dans la constitution des lacs, la constitution des peintures. Voilà, pour vous donner quelques exemples. À chaque fois, pour l'ensemble des projets dont je viens de vous parler, on a reçu des notifications du gouvernement français. Ce sont des projets qui sont adossés à des fortes subventions européennes, puisque vous l'aurez compris, donc on n'a pas encore aujourd'hui trouvé mieux qu'un hydrogène produit soit effectivement par les deux process qu'on vous propose aujourd'hui. Et ces deux process sont des technologies, même si elles sont matures, qui ont encore besoin quand même d'un fort soutien financier pour se permettre donc de se lancer industriellement et être à l'échelle et permettre de rentrer dans beaucoup plus d'applications industrielles demain. Voilà. Merci Philippe. Christian, quelques mots sur les solutions de décarbonisation en utilisant la solution Inoka? Oui, alors évidemment, là on a parlé de grosses installations. Effectivement, une cimenterie, ça consomme des quantités d'énergie absolument colossales. Et effectivement, la solution d'électrolyse massive dans ce cas-là est une excellente option. Mais néanmoins, il y a aussi une multitude de petits consommateurs d'hydrogène pour des raisons industrielles qui cherchent la molécule hydrogène. Petits consommateurs, entre guillemets, hein, petit c'est pas quelque chose de négatif, mais petits consommateurs de gaz naturel qui aujourd'hui sont soumis à une pression sur les prix qui est colossale, pression sur les prix qui s'ajoute à la pression environnementale. Donc effectivement, un bon nombre de ces industriels qui consomment ici ou là 1, 2, 3, 4 mégawatts naturels ou d'hydrogène, ce ne sont pas de très gros consommateurs, eh bien on a une solution qui leur permet, à leur échelle, de décarboner leurs activités et de remplacer soit l'usage du gaz naturel fossile, soit l'usage d'hydrogène fossile ou de gasoil pour la mobilité. Alors évidemment, nos solutions sont sur une échelle de taille qui est à l'échelle du territoire, également dans la mesure où on va sourcer la biomasse localement. Personne n'a envie de faire venir du bois du Brésil pour pouvoir produire de l'hydrogène en France, ça n'aurait strictement aucun sens. Par contre, les gisements sont multiples dans les régions, à l'échelle des territoires, ici ou là, 10 000, 50 000, 100 000 tonnes de résidus de l'exploitation forestière et agricole qui vont permettre de nourrir des installations locales, là aussi à l'échelle d'un usage territorial. Alors on a déjà commencé à déployer ces solutions avec la première installation ici à Strasbourg, avec un partenariat avec RGDS qui est distributeur de gaz naturel et de gaz renouvelable sur l'Eurométropole de Strasbourg. Avec RGDS, nous avons constitué une société commune qui installe aujourd'hui la première station de type Inoka, dont la distribution d'hydrogène commencera dès la fin de l'année prochaine pour alimenter les flottes de bus, les flottes de bennes d'enlèvement d'ordures, par exemple, autour de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc cette première installation, elle est constituée de modules Inoka avec une capacité de production de 720 kg d'hydrogène par jour. Au-delà de ça, vous voyez qu'on a déjà aujourd'hui pas mal d'autres projets. Je vais citer un petit projet qui ici est de la région parisienne. C'est un partenariat qu'on a développé avec un client pour remplacer l'usage de fossiles sur un petit site. L'installation va permettre de produire de l'électricité pour se substituer à l'électricité, alors certes faiblement carbonée en France, mais donc en autoproduction, et en même temps produire de la chaleur pour alimenter ce site. Donc ce site, c'est une installation à côté de Paris, et vous voyez d'autres projets comme celui qu'on a développé dans le Jura suisse, à quelques dizaines de kilomètres de Mulhouse ici,
pour alimenter les flottes de véhicules suisses à partir de résidus de l'exploitation forestière. Donc, merci pour l'exemple. Nous avons potentiellement des industriels dans la salle. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller dans leur réflexion pour se décarboner? Après, on laissera la parole aussi dans la salle pour poser différentes questions. Le montage d'un projet de décarbonation, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Moi, je pourrais dire que, alors, j'ai peut-être brusqué un petit peu, mais la décarbonation, ça n'est en général que la réduction de l'augmentation d'émissions de CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas beaucoup de solutions qui permettent de renverser réellement l'horloge du carbone sur laquelle on se trouve depuis plusieurs siècles. Effectivement, avec la production conjointe de biochar, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a un effet de retour en arrière, si on veut. Mais ce n'est pas toujours possible partout. Et par décarbonation, je pense qu'il est intéressant de se tourner vers les solutions d'électrification ou les solutions de production de gaz alternatifs, que ce soit le biométhane, que ce soit le gaz de synthèse produit à partir de biomasse, par exemple. Mais évidemment, la décarbonation passe, et Philippe va le dire aussi, par l'usage d'électricité décarbonée. C'est ça qui va permettre de réduire notre empreinte carbone. Donc, il me semble important pour les porteurs de projets de faire d'abord l'inventaire de leurs besoins, que ce soit les besoins de molécules d'hydrogène, si c'est la molécule dont ils ont besoin, que ce soit les besoins d'énergie thermique, que ce soit les besoins d'énergie électrique pour faire tourner des machines ou pour alimenter la mobilité et les usages de logistique. Et donc c'est vraiment de regarder l'ensemble des besoins et en fonction de ça, regarder les ressources disponibles. Il est des régions où l'accès au réseau électrique est compliqué. Fort heureusement, en France, on n'est pas tellement dans cette situation, puisque le réseau est quand même très solide. Mais sachez qu'il y a des régions comme les Pays-Bas, par exemple, où l'accès au réseau électrique est extrêmement compliqué. Et si demain matin, vous voulez rajouter une consommation de ne serait-ce que d'1 ou 2 mégawatts électriques, le réseau ne peut pas vous le donner, parce que l'infrastructure n'est pas là. Alors ça viendra, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, regardez toutes les options possibles. Regardez aussi ici, dans le territoire, il y a d'autres gisements, l'éolien, le photovoltaïque, bien entendu, l'hydraulique aussi, et aussi la biomasse. Je pense que la biomasse peut prendre une part de cette transition énergétique et cette part de décarbonation des activités industrielles. Décarboner par l'hydrogène, c'est pas l'hydrogène va pas tout régler. Donc on vient de le dire, il y a déjà une investigation à faire sur plein d'autres registres, un état des lieux. En fait, l'hydrogène peut très clairement décarboner des industries qui utilisent déjà de l'hydrogène. Donc ça, c'est assez simple. D'un côté, de l'hydrogène carboné, le remplacer par de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, on a réglé quand même une part de l'équation. C'est ce que font Borealis, c'est ce que font Butachimie et les autres. Domo Chemicals, ce sont des gens qui utilisent beaucoup d'hydrogène. Et là, il y a vraiment un sujet. Ensuite, vous pouvez utiliser de l'hydrogène dans des moindres mesures. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux métallurgistes qui ont parfois une quantité d'hydrogène qui reste importante à leur niveau, mais qui reste modeste. Ça, c'est aussi des projets qu'on peut investiguer de près. Ça, c'est pour le volet utilisation d'hydrogène en propre. Ensuite, il y a des solutions techniques à construire sur mesure. C'est l'exemple que je vous donnais pour Vicat. Et là, ça concerne des industriels qui n'ont pas trouvé aujourd'hui sur le marché de solutions leur permettant de décarboner leur process. Un cimentier, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de continuer d'utiliser du gaz. Voilà. Donc la solution se trouve dans les captations de CO2. Ça, c'est des projets un petit peu plus techniques, un petit peu plus spécifiques. Et ça, donc, ça s'étudie sur pièce. C'est de la dentelle. Hein. Et puis, il y a aussi un volet dont on n'a pas tellement parlé, mais en tant qu'industriel, on peut être soumis à une grosse flotte de logistique, de la logistique amont pour les fournitures, de la logistique aval pour les expéditions. Là, pour le coup, on rentre dans le scope 3 de la décarbonation, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas votre scope 1, ce n'est pas votre outil de production qui est concerné, mais c'est des outils
c'est des dérivés, c'est le scope 3, ce qu'on appelle le scope 3. Et là, vous pouvez influer auprès de vos transporteurs avec lesquels vous travaillez pour que vous amènent des solutions décarbonées de véhicules. Ça existe. Aujourd'hui, sur Mulhouse, il y a une forte ambition justement de se lancer dans un écosystème hydrogène et de pouvoir justement offrir au territoire et à la logistique des solutions alternatives au diesel traditionnel. Donc ça, c'est un vrai sujet qui, je pense, peut toucher bon nombre d'industriels. La mobilité, on va dire, amont et aval, liée à la logistique, ça c'est quelque chose qui peut être regardé de très près dans le cadre d'écosystèmes. Alors, par contre, juste de rajouter quand même que aujourd'hui, les champs d'aide, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient régionaux, flèchent l'hydrogène comme une ambition stratégique majeure. D'ailleurs, le gouvernement français a inscrit donc un plan hydrogène dans France 2030. France 2030, donc, qui flèche 10 industries d'avenir. L'hydrogène est l'une des industries d'avenir, puisque en France, on a des avantages, on a des atouts. Je vous l'ai dit, on a un mix électrique qui est décarboné, qui n'est pas le cas de l'ensemble des pays de la communauté européenne, qui nous permet donc de produire massivement de l'hydrogène et offrir donc aux industriels qui en ont besoin des solutions de décarbonation. Les aides donc, qui dépendent de ce plan France 2030 sont 9 milliards d'euros qui sont aujourd'hui destinés à aider la filière hydrogène à se mettre donc, au niveau, se mettre à l'échelle. Et donc aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour regarder à travailler justement sur des décarbonations par des hydrogènes donc bas carbone ou renouvelables. Merci Philippe pour ce complément. Il est effectivement intéressant lorsqu'on réfléchit à ces différents projets d'être plus tout seul et d'essayer de regarder aussi avec les territoires, les collectivités. Donc déjà aussi c'est un point clé, ne plus travailler tout seul sur le sujet et entourez-vous effectivement d'acteurs. Alors bien sûr les pôles sont là, on a du dynamisme avec des clubs, mais vous avez des territoires près de vous qui essayent d'interconnecter les acteurs et les industriels entre production, consommation, réutilisation d'un coproduit et refaire. Donc beaucoup de choses dans la décarbonation se réfléchissent en écosystème. Donc voilà, c'est très important de ne pas vouloir le faire tout seul. Vous avez des questions dans la salle ? Est-ce que on peut ouvrir quelques minutes de questions ? Ça a été d'une clarté parfaite ou alors on vous a perdu? Bonjour. Pas une question, mais plutôt une remarque. Vous parliez du coup d'écosystèmes liés à l'hydrogène et en tant qu'acteur, par exemple, est-ce que vous avez du coup à côté de vous des architectes, des urbanistes pour penser dans le territoire du coup ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux éléments qui vont du coup arriver en France et comment va être intégré tous ces projets dans le territoire parce que c'est des choses qu'on va voir finalement et voilà, je voulais savoir si c'était des questions que vous aviez abordées ou si l'écosystème était complet à ce niveau-là. En fait, l'urbanisation, enfin les nouveaux bâtiments, on a un exemple. Alors, je ne sais pas pour le projet de ABC Haute-Marseille, mais j'imagine que ça s'implante dans la zone industrielle, dans l'activité de Borealis. On a John Cockerill qui annonce un site industriel de production d'électrolyseurs tout près de Mulhouse. Pareil, c'est sur un site industriel ils font l'extension des bâtiments sur du terrain qu'ils avaient déjà. Certes, aujourd'hui, les stations qui doivent se développer sur des nouvelles zones, proches des routes, proches des zones. Donc, effectivement, il y a effectivement des acteurs qui cherchent des terrains aujourd'hui pour pouvoir implanter des nouvelles stations ou ce genre de choses. Oui, déjà sur l'hydrogène mobilité, finalement, l'hydrogène se distribue à peu près comme du gasoil. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on fait le plein à peu près aussi rapidement qu'un plein de véhicules diesel. Et la station, finalement, elle ressemble beaucoup à une station de distribution de gasoil. Alors,
Il y a des petites différences quand même, parce qu'effectivement, il faut stocker l'hydrogène sur place, il y a tout un équipement autour, et donc ça, c'est le rôle des constructeurs de stations comme HRS par exemple, ou McPhy. Et ça vient s'intégrer naturellement dans le paysage au même titre que les autres stations de distribution de véhicules. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'usage de l'hydrogène, il est caché du commun des mortels, puisqu'il se fait dans des installations industrielles, il est intégré sur des sites industriels. Philippe a donné quelques exemples. Donc, effectivement, on est sur une usine ou une partie d'usine, et donc ce n'est pas forcément intégré dans la ville, à part pour la partie distribution qui touche la mobilité. Alors pour ceux qui se posent des questions par rapport à l'hydrogène, je vais faire un petit peu la publicité pour Dynamis Grand Est. Il faut absolument rejoindre les entreprises fédérées autour de Dynamis Grand Est. Je pense que Jacques va en parler encore un petit peu, parce que c'est une magnifique plateforme sur laquelle on échange beaucoup d'informations sur l'hydrogène entre les porteurs de projets, entre les futurs utilisateurs, entre les offreurs de solutions. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer à s'inculturer en matière d'hydrogène, soit pour les usages industriels ou de mobilité. Ça, effectivement, merci. Merci Christian pour ce petit bâton relais. Donc effectivement, en Dynamis, c'est ce que je vous disais, c'est de ne pas rester seul. On a créé ce club qui contient 84 membres aujourd'hui. Donc il y a le consortium, effectivement, qui, on va dire, est le comité directeur de l'association, si on peut imaginer. Et nous avons 84 membres dans ce club-là, avec des gros industriels et des startups qui sont tous là parce qu'ils ont des sujets où ils sont intéressés par l'hydrogène. Alors certains, ils veulent agir et ils veulent faire avancer, comme nous avons deux acteurs ici présents avec Dynamics et Hafner. Et il y en a d'autres qui se disent, moi je veux avoir ma petite place dans la filière, et qui nous rejoignent. Donc il y a vraiment un mélange de différents types de structures qui sont présentes dans l'objectif de faire avancer la filière. Et d'ailleurs, je vois les gens de l'AFPA qui font partie aussi, membres de Dynamis. Alors, l'AFPA, on se dit pourquoi ? Effectivement, dans les sujets d'une filière qu'on est en train de monter, il va falloir aussi la main-d'œuvre et la ressource. Et donc, on a des acteurs comme l'Université de Lorraine, l'AFPA, plein d'acteurs qui sont en train de mettre en place les petites touches qui sont nécessaires sur les différentes formations qui existent pour que cette compétence elle puisse se développer. Y a-t-il encore d'autres questions ? Non, pas de questions. Philippe, encore un mot, quelque chose de particulier ? Rien de spécial, non, si ce n'est que, écoutez, on vous donne rendez-vous à tous ceux qui seraient intéressés pour discuter plus longuement de projets ou répondre à des questions. Oui, on restera présent au moins à côté s'il y a une autre conférence qui démarre. Christian, encore quelque chose de particulier ? Non, simplement pour dire que l'hydrogène, c'est une des manières d'accéder à la décarbonation, que la décarbonation, elle est essentielle pour nous tous, qu'aujourd'hui, on vit une situation d'urgence, je dirais même de guerre climatique, qui s'ajoute à une guerre économique. Donc aujourd'hui, la décarbonation, elle se conjugue avec aussi l'intérêt économique et l'indépendance énergétique de nos territoires en utilisant nos propres ressources pour produire en toute indépendance et sans émission de CO2, et bien assurer quand même le maintien de nos activités économiques. Très bien, merci. Merci à Philippe et à Christian pour leur intervention. Merci à vous pour votre présence et n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez encore des questions, vous voulez venir nous voir ou si vous avez des projets ou vous aussi vous voulez rejoindre Dynamis. Merci.